Hello à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7ème illusion où il sera question ni plus ni moins de Saltburn. Mais avant de parler en détail du film, j'accueille mon collègue. Qui est ce collègue? Peut-il se présenter? Salut à tous. Eh oui, c'est Joe. Salut à toi Joe. Comment vas-tu? Salut à toi JB. Ben, j'ai envie de dire ça va, fête de Noël et tout, mais pour ta belle voix et pour notre beau collectif, j'ai dû revoir ce film qui est Saltburn. Et que tu n'as pas forcément beaucoup Et aimé. je Non, suis assez voilà. mitigé dessus, mais nous en reparlerons plus tard. Et faut savoir que on a tous les deux vu le film, on a tous les deux un avis différent, ça on peut le dire, mais on ne s'est pas du tout concerté avant l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on va confronter nos avis pour la première fois maintenant, donc ça peut être assez drôle, je pense. Et donc Saltburn. Saltburn, qui est le nouveau film d'Emerald Fennell. Emerald Fennell, dont on avait pas mal parlé à l'époque, pas nous, parce qu'on n'était pas là, mais je veux dire sur les réseaux sociaux, dans le monde du cinéma, parce qu'elle avait réalisé le très prometteur Promising Young Woman, qui était donc avec Carey Mulligan, et qui était un film, personnellement, que moi j'avais vraiment bien apprécié. Et toi, Joe? Je me souviens encore de ce film qui est beaucoup marqué et qui avait été bloqué à la 11e ou 15e place de l'année 2020 pour moi, ou plus 2021. Dans ton top? Oui, qui est clairement dans mon top de l'année. Donc Saltburn, j'avais extrêmement hâte. Eh ben écoute, moi Saltburn, c'est drôle parce que donc ça je l'ai pas précisé, c'est un film sorti le 22 décembre 2023 sur Prime Video. Il dure 2h07, voilà, on est très très précis ici, et il a à son casting Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Archie Madekwe, qu'on a pu voir notamment récemment dans Gran Turismo, et puis il y a aussi Carey Mulligan qui revient dans le cinéma d'Emerald Fennell, Richard E. Grant, bref, c'était un joli casting. Et donc ce film, moi de base je l'attendais pas trop parce que j'avais juste vu les affiches, j'avais pas vu les bandes annonces, et je savais pas du tout que c'était par la réalisatrice de Promising Young Woman. Puis je me suis laissé tenter par le film parce que tout le monde disait que c'était incroyable ou tout le monde disait que c'était pas ouf. Je me suis dit un film qui divise, ça peut être vraiment intéressant. Et donc voilà. Et donc j'ai vu le film et j'ai un avis dessus et tu as un avis dessus, et nous allons vous le partager aujourd'hui en espérant que cet épisode va vous plaire. Et je te laisse commencer, Joe. Quoique, j'ai oublié le plus important. Et oui, c'est ça, les présentations de l'illustre connu, c'est des présentations très bordéliques. Mais que nous raconte Saltburn? L'étudiant Oliver Quick, qui peine à trouver sa place à l'université d'Oxford, se retrouve entraîné dans le monde du charmant et aristocratique Félix Caton, qui l'invite à Saltburn, le vaste domaine de sa famille excentrique, pour un été qu'il n'oubliera pas de sitôt. Et voilà, je pense que c'est fini la présentation ultra bordélique d'illustres connus. Vous l'aimez pas. De toute façon, elle est comme ça. Et maintenant, Joe, place à toi pour donner ton avis sur Saltburn. Saltburn, c'est un film qui me questionnait beaucoup et qui m'intriguait énormément depuis avant sa sortie, car ça fait 2-3 ans qu'on en parle, comme un thriller érotique queer plutôt sombre qui devrait réunir des acteurs jeunes qu'on aime beaucoup ou qu'on n'aime pas du tout. Je sais pas d'où ce que tu penses de Elordi et de Barry Keoghan. Moi, Mais c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Voilà. moi, c'est un acteur que j'apprécie plutôt, Barry Keoghan, quand il décide de faire du cinéma, c'est-à-dire quand il ne joue pas avec Christopher Nolan et quand il ne fait pas du Marvel. Et Jacob Elordi est un des plus grands acteurs modernes actuellement. Il est incroyable dans Euphoria, notamment. Que je n'ai pas vu. Ah bah, faut que tu vois Euphoria, il est fou dedans. Et Vraiment. Il qui a un joue rôle très dans le différent. meilleur film américain de ces dernières années, qui est The Sweet East, qui sortira en mars en France. Quand je lance ce film, il y a quelque chose qui me choque directement, c'est que j'ai l'impression qu'Emerald Fennell ne sait pas diriger ses acteurs. Ah ouais, ok, d'accord. T'attaques direct, quoi. Elle essaie de nous faire un thriller charnel, tout ce que tu veux, sauf que le véritable problème du film, c'est que ce qui marchait dans Promising Young Woman, c'était cette opposition homme-femme qu'elle arrivait à diriger sur des rapports de force et des rapports de pouvoir. Chose qu'elle essaye de faire dans Saltburn, mais elle n'arrive pas à diriger ses acteurs masculins. Elle s'arrête à une beauté plastique qu'elle essaye même pas de questionner. Elle filme cette beauté comme si c'était d'ailleurs une vitrine. Mais j'aurais beaucoup plus aimé quelque chose de plus Cronenbergien, qui s'intéresse beaucoup plus au corps et à les jouer du coup avec ce côté plastique des corps qu'elle ne fait pas. Elle s'arrête là, elle tente de les diriger, mais j'ai pas l'impression qu'elle veuille les réunir ou faire quelque chose de ces acteurs.
Tandis que lorsqu'elle tourne avec des actrices et des acteurs de la même pièce réunis, elle nous remet des rapports de force qu'on aimait bien dans Promising Young Woman, mais qui sortent du film, qui nous sortent complètement de Saltburn pour nous ramener de plus qualitatif, mais qui nous va nous relâcher après. Parce que Barry Keoghan, je n'y crois pas une seule seconde dans son rôle de lead acteur. Ah ouais, d'accord. Je te laisse continuer, après j'argumenterai contre toi, parce que moi j'ai beaucoup aimé. Pareil que l'acteur de Gran Turismo, il apporte rien du tout. Il aurait pu ne pas être dans le film n'aurait pas changé. Et le problème, cette dynamique de collectif, qui est déjà lacunaire, qui en plus arrive trop tard dans le film, parce qu'on est largué complètement dans l'univers d'Oxford, en tant que... j'ai le nom en anglais, c'est horrible, j'ai pas le nom en français, de scène d'exposition, mais qui nous lâche complètement après, qui nous fait partir à Saltburn, qui nous fait partir chez Barry, chez Oliver plutôt, et malheureusement, dans toutes ces inspirations, on ne voit plus le film. On ne quoi? On ne voit plus le film. Ah, on ne voit plus le film. On voit qu'elle a vu la mise à mort du cerf sacré de Lantimos, et que c'est pour ça qu'elle prend Keoghan. On voit sur certaines scènes de photos qu'elle a vues Euphoria. Ouais, c'est vrai, là-dessus, je suis assez d'accord. C'est pour ça qu'elle prend l'ordi, parce que si je n'ai pas vu la série, ce n'est pas pour autant que je suis néophyte. C'est vrai qu'il y a des petits moments avec Elordi, ouais, où on se croirait un petit peu dans Euphoria, mais pour moi, c'est plus une bonne réutilisation du travail apporté par Sam Levinson en soi. Après, je peux comprendre ton point de vue, ouais. Et plus qu'une dynamique de collectif lacunaire, elle se foire complètement dans son message politique. Parce que là où elle veut nous faire un film de lutte des classes, en opposant ce richissime Jacob Elordi à ce prolétaire orphelin, entre guillemets, qui est Barry Keoghan, elle nous vend surtout une belle admiration de la bourgeoisie qui nous montre que les pauvres, quand on les met au même niveau, ça nous détruit. Ce qui a été extrêmement reproché au Sans filtre de Ruben Östlund, qui lui réussissait dans la satire, là où, à part nous transformer Barry Keoghan en littéralement un satyre lors d'une fête costumée, il ne fait pas grand-chose. Ça admire la bourgeoisie plus que ça ne la critique, et même pire que ça, c'est complètement dénigrant dans son rapport de classe. C'est un film qui est aux limites dangereux dans son côté politique à faire l'éloge du macronisme, limite insultant dans ce qu'il montre au spectateur et complètement foiré dans ce qu'il montre dans sa mise en scène. Reste une photo qui, dans ses scènes de couleurs, utilise merveilleusement bien, uniquement plastique et jamais formel, le rouge et le bleu. C'est joli, moi aussi j'ai Instagram et TikTok, fait autre chose, c'est du cinéma. Mais qui, quand elle veut explorer le clair-obscur, se foire complètement, et ça ressemble plus à El Conde qu'autre chose. Ah ouais, c'est vrai que toi, t'avais pas trop aimé El Conde, je crois. Alors, Saltburn, moi, c'est un film, comme je l'ai dit, j'en attendais rien. Puis je l'ai regardé, puis, contrairement à toi, je l'ai beaucoup aimé. Déjà parce que, donc je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur certaines choses que tu as dites. Moi, je trouve au contraire qu'elle sait diriger ses acteurs et qu'elle sait bien utiliser pour l'érotisme qu'elle souhaite mettre en place, les corps des acteurs. On va avoir quand même pas mal de plans, et ce, dès la scène d'introduction, sur le corps de Jacob Elordi, sur ses muscles, sur sa transpiration. Voilà, tout ça qui est, on comprend très vite, observé en détail par Barry Keoghan. Donc moi, je trouve quand même qu'il y a un bon travail charnel, il y a un bon travail de l'érotisme, qui n'est pas non plus le meilleur travail du monde, là-dessus on est d'accord. Ça reste un peu simple, mais ça reste efficace. Aussi, même tout court, pour ce qui est de la direction des acteurs, moi je trouve que Barry Keoghan a rarement été aussi bon, pour être honnête. Après, je l'ai pas vu non plus dans beaucoup de films, je l'ai supporté dans Les Éternels, je l'ai pas mal apprécié dans les Banshees d'Inisherin, et je pense que je ne l'ai pas vu ailleurs. Voilà, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu La mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, mais qui est un film qui m'intéresse beaucoup. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans Dunkerque, mais il a pas un gros rôle dans Dunkerque. Non, il a un petit rôle dans Dunkerque. Mais, ouais, mais tu vois, j'avais. Son meilleur rôle restera surtout Mise à mort du cerf sacré et Les bonnes choses d'Inisherin. Mais là, je trouve qu'il a rarement été aussi bon. Et il me semble que tu avais déjà mis un film avec lui dans son dans tes tops.
Parce qu'il est Bah, acteur chez The Green Knight. ah oui, c'est vrai, bah tu vois, mais en même temps, c'est vraiment dans Dunkerque et dans The Green Knight, c'est des petits rôles, quoi. Il est là 5 minutes, donc pour moi, il avait pas, même si j'aime beaucoup Dunkerque et j'aime énormément The Green Knight, pour moi, il avait peut-être pas assez de place pour libérer un talent d'acteur qu'il a pu libérer notamment dans les Banshees ou qu'il peut encore plus libérer ici dans Saltburn. Pour ce qui est de Jacob Elordi, bah, c'est une valeur sûre. C'est pas l'un de mes acteurs préférés, mais je trouve qu'il s'en sortait extrêmement bien dans Euphoria. Il s'en sort extrêmement bien dans Saltburn. En fait, c'est un acteur, tu sens qu'il peut tout jouer extrêmement bien, mais qu'il n'a pas forcément encore eu le rôle vraiment de sa vie. Voilà. Bah, le Alors rôle de sa que vie, tu le verras la semaine prochaine. bah, c'est dans Priscilla. Voilà, Pour l'instant, oui. j'ai pas encore vu Priscilla, mais c'est vrai que là, il va jouer Elvis. Donc, mais là, ça m'inquiète un petit peu aussi dans le sens que c'est un film sur Priscilla, c'est pas un film sur Elvis, tu vois. Donc, c'est pas Austin Butler, tu vois, qui a pu avoir, je pense, le rôle de sa vie dans Elvis. Mais ça me dérange pas du tout que Elvis soit secondaire dans Priscilla, parce que moi, je vais voir Priscilla pour entendre parler de Priscilla. Mais bref, fini la petite aparté. Pour les côtés négatifs, parce qu'il y a quand même des petits côtés négatifs. Moi, j'ai été un petit peu déçu de l'utilisation de Carey Mulligan. Je trouve que le personnage est un peu superflu, pas très utile. Après, on est d'accord pour dire quand même qu'elle a un look d'enfer dans le film, quand même. Elle a un look super stylé. Vraiment, on est d'accord. Je crois que c'est la plus belle punk à chien du cinéma. mais, euh, mais voilà, j'ai quand même été un peu déçu de ça. Sinon, pour ce qui est de la mise en scène, moi, je l'ai trouvé vraiment assez excellente et surtout très honnête. J'ai eu un débat avec un ami que je lui ai un petit peu dit tous les jours, vois Saltburn, et il a fini par le voir. Voilà. Et il m'a dit, je vais essayer d'en parler sans spoiler, mais il m'a dit, je trouve le film excellent, sauf dans ces 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes du film, pour ceux ou celles qui ont vu le long métrage, qui expliquent tout un tas de choses qui se sont déroulées auparavant dans le film. Voilà. Notamment sur les possibles, c'est pas vraiment un spoil ce que je vais dire, mais les possibles multiples personnalités de Barry Keoghan. Pourquoi je dis que c'est pas un spoil? Parce que littéralement, je crois, le deuxième ou troisième plan qui introduit le personnage, c'est un plan filmé à travers une fenêtre, je crois, qui divise, enfin qui montre le visage de Barry Keoghan en plusieurs fois sur l'image, et il est en train, il me semble, de regarder le personnage de Jacob Elordi. Et donc, cette mise en scène, le côté double jeu, qui va être montré à l'écran plusieurs fois, notamment avec des plans heu, sur une table, on va voir Barry Keoghan en reflet aussi. Hem, Bah, pour moi, cette mise en scène, elle n'est utile et elle est intéressante que grâce à sa fin que je ne peux pas dévoiler. Mais ceux ou celles qui ont vu le film comprendront. Je trouve que ça aurait été extrêmement prétentieux, de faire cette mise en scène-là tout le long du long métrage pour n'apporter, entre guillemets, «aucune réponse» et laisser dans le flou à la fin du long métrage. Pourquoi ça aurait été prétentieux et surtout très bête? Parce que, bah, cette mise en scène, elle est pour le coup pas subtile, mais c'est pas dérangeant. Elle t'indique clairement quelque chose que tout le monde, en regardant le film, va comprendre. Donc si on l'aurait pas expliqué à la fin, ça aurait donné un côté à Emerald Fennell, la réalisatrice du film, un côté un peu, «Ouais, je suis trop forte, je mets, des sous-textes dans mes images et tout, mais tu l'as peut-être pas remarqué et tout». Bah si, si, on l'a remarqué. Donc le fait qu'elle explique tout à la fin, c'est honnête, je trouve, de sa part. C'est une façon pour elle de montrer que qu'elle n'a pas voulu faire quelque chose de façon plus intelligente que tout le monde. Voilà, non, elle a bien utilisé sa caméra. Et ouais, c'est honnête et surtout, je pense pas qu'en voulant faire Saltburn, elle s'est dit: «Je veux faire un grand film». Elle s'est dit, «Je veux faire un bon film et surtout je veux faire une bonne satire». Parce que contrairement à ce que tu as dit, moi je trouve que c'est une bonne satire parce que j'y vois pas vraiment dans le film un message, extrêmement politique, voilà. Moi j'y vois plus, Emerald Fennell qui souhaite, hem elle le dit, elle le fait dire par le personnage de Barry Keoghan à un moment. Le personnage de Barry Keoghan
est un vampire, entre guillemets. Voilà, c'est quelqu'un qui va littéralement presque boire le sang de ses victimes. Voilà, presque littéralement. Et pour moi, ouais, elle en fait quelque chose, encore une fois, de pas subtil, mais qui par moments peut être assez dérangeant. Je pense notamment à cette scène sous la fenêtre. Voilà, pour ceux ou celles qui ont vu le film, vous comprendrez. Par moments, ça peut être assez amusant aussi, et puis par moments, ça peut être tout simplement tragique. Et moi, il y a une scène que j'aime énormément, vraiment, dans ce film, c'est la scène de la découverte dans le labyrinthe, voilà, qui est pour moi une transition parfaite entre, bon, avec cette satire, on a bien été dérangé, on a bien rigolé par moments, mais maintenant, faut quand même rappeler que même si c'est une satire, bah, il peut se passer des choses dramatiques quand on fait n'importe quoi. Et cette scène, pour moi, c'est la transition parfaite entre quelque chose de très, très fantasque et quelque chose qui va revenir à quelque chose de très réaliste, très froid. D'ailleurs, il y a une autre scène de découverte, je vais appeler ça la scène de la découverte dans la baignoire, qui, elle, est filmée pour le coup de manière extrêmement réaliste, extrêmement froide. Voilà, il n'y a pas de son, le cadre il est fixe, c'est pam, tu te le prends dans la gueule et t'es horrifié par ce que tu vois parce que c'est horrible hein, ce que tu vois. Et donc, non, moi je trouve que le traitement en termes de mise en scène, en termes d'écriture, l'évolution qu'elle a apportée à son long métrage est très intéressante. Ça joue vraiment bien. Au-delà de ça, le film est très beau. Il y a des choses qui se passent en termes de découpage aussi que je trouve vraiment très intéressantes. Il y a notamment cette scène de la découverte dans le labyrinthe. Je trouve qu'on continue quand même un travail sur le corps, voilà, en posant sa caméra sur des parties du corps, des jambes ou des torses, ou juste le dessus d'une épaule. Voilà, on se dit pas forcément que la scène aurait pu être construite comme ça en termes de mise en scène, mais elle l'est. Donc je trouve ça intéressant. Puis la musique est superbe aussi, ça vraiment, il y a une dramaturgie dans la musique que j'aime beaucoup. Et puis il y a cette scène finale dont pas mal de gens ont parlé, où on voit un zizi quoi, voilà, pour parler très grossièrement et bêtement, qui j'ai l'impression a dérangé pas mal de gens, mais moi je la prends un peu comme, quelque chose, du style, ouais, maintenant qu'on a plongé dans un truc très dramatique, dans la dernière partie du film, on va replonger dans quelque chose d'une satire plus, fantasque, qu'autre chose, un peu pour faire souffler le spectateur, tu vois? Parce que vraiment ce qui s'est passé avant, c'était dur à regarder. Et voilà, c'est un film que j'aime, vraiment beaucoup, que je trouve très intéressant et voilà. Je te laisse la parole maintenant à toi, Joe. Alors, je vais essayer. Faut que je rebondisse sur le fait que ta dernière phrase est tournée d'une manière improbable. C'est-à-dire? Ma dernière phrase. Tu peux pas claquer le mot on voit un zizi, je l'apprends comme quelque chose de léger et c'est très dur. Surtout que voir un hélicoptère sur Murder on the Dance Floor est potentiellement la chose la plus ridicule que j'ai vue cette fin d'année. Et pourtant, j'ai vu Aquaman 2. Mais j'ai pas dit que cette scène avec le zizi était une scène dure. Je dis, après ce qu'on a vu de dur. Bah, on a vu des choses quand même extrêmement tragiques et dures avant Non, cette mais scène. le fait que tu réponds. Mais juste, Ah je vanne. oui! Ah oui, 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 bah, je suis bête. Je suis trop premier degré. Bien sûr que tu l'apprends comme tu veux. Mais je vais rebondir là-dessus parce que ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on voit vraiment le cinéma de deux façons différentes. Et ce n'est pas grave, mais vraiment, on est en débat là-dessus parce que je suis Bah, peu d'accord avec ton pote. on arrive à s'apprécier même si on n'est pas d'accord. C'est ça qui est beau. Bien sûr, c'est beau. Et c'est ça un Mais peu le lien de Noël. Mais pour moi, quand tu construis un thriller, il faut l'agrémenter de zones d'ombre et de lumière. Et lorsque tu fais Soulburn, qui est un thriller sans cesse abreuvé de lumière, ce par son décor, tu dois... C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, parce que au moins, même dans les scènes de nuit, certes, il va y avoir de la lumière, mais la façon dont la lumière va être ramenée, ce qu'elle va raconter, mais et dont tellement elle va isoler artificiel. les personnages dans le cadre, notamment dans cette scène de labyrinthe, où là, on est vraiment dans du sombre, on filme plus des personnages, on filme justement des représentations de thématiques et tout. Je trouve ça super intéressant, tu vois. Et d'ailleurs, tu disais que ça encourageait un peu le macronisme et que c'était à la gloire un peu des riches, ce film. Je suis pas d'accord.
tu vois comment ils se comportent tous, c'est des personnes assez exécrables quand même. Et c'est eux qui vont pervertir le personnage de Barry Keoghan. Le film te montre que lui, quand il est autour de ces riches, la seule façon qu'il a de vivre, c'est de devenir pire qu'eux. Mais justement, c'est un message, si tu veux trouver du message, c'est un message pour te montrer que vraiment les riches, c'est pas des types sympas avec la seule façon. Et en étant pire qu'eux, la seule manière qu'il a de faire, c'est qu'il s'embourgeoise et qu'il devient comme eux. Mais parce que c'est un film qui est quand même assez nihiliste. À aucun moment, il ne résiste. C'est quand même un film assez nihiliste, le film. Je veux dire, quand tu vois la fin du film aussi, tu te rends compte que pratiquement aucun personnage que tu as vu n'est agréable, n'est gentil. Justement, ça met à peu près tout le monde sur le pied. Les vrais parents de Holly. Voilà, du coup, le film, il est plus à la gloire des prolos qu'à la gloire des riches. On te les montre 2 fois, et il te dit que c'est des connards, et on est censé le croire. On est censé ne plus jamais avoir de contre-champ, et être enfermé chez eux, où, oui, malgré ces zones d'ombre, je suis parfaitement d'accord avec toi, les reflets sur les fenêtres, c'est une idée excellente qu'a eu Fennell dessus. Mais elle n'a pas besoin de révéler ça au spectateur. Le spectateur est assez intelligent pour le comprendre. Bah non, si t'avais pas toutes ces parties de réalisation-là, la fin aurait beaucoup moins de sens selon moi. Parce que c'est difficile d'en parler sans spoil, hein, mais pour moi, il fallait tous ces moments de mise en scène, parce que sinon, le personnage aurait été complètement trafiqué dans cette fin. Il n'aurait pas du tout ressemblé à ce à quoi il aurait dû ressembler. Et il ressemble à ça parce que ça a été apporté par la mise en scène, justement. Mais il aurait pu, avec la même mise en scène, tu retires les 5 dernières minutes, donc ça veut dire que le film s'arrête au moment où elle signe les papiers, où elle lui lègue Saltburn, le film aurait été le même. Alors là, par contre, t'as spoil. On va pas spoil une séquence qui est révélée dès les 2 premières minutes de film. Ah, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. J'aurais adoré créer comme toi une zone spoiler dans Saltburn, sauf que le seul problème, c'est que au bout des 2 premières minutes du film, c'est lui en voix off qui explique le film. Oui, mais il dit pas tout. Il dit pas tout. Mais pour moi, tu vois, c'est ouais, comme j'ai dit, c'est un film qui est nihiliste, qui met un peu tout le monde sur le piédestal. Elle aime pas vraiment ses personnages, Emerald Fennell. Heureusement qu'elle les aime pas, j'ai envie de te dire. Bah oui, j'ai envie de te dire, ouais, aussi. J'ai envie de te dire, heureusement qu'elle les aime pas. Et alors, le film est plus macroniste involontairement. Ah non. Bah non, vu que tout ce que je viens de t'expliquer, pour moi, quand tu vois notamment le personnage interprété par l'acteur qui joue dans Gran Turismo, c'est un enculé ce type. Enfin, genre vraiment, fait partie des riches et c'est vraiment un mec qui va à un moment parler à Barry Keoghan, qui va lui dire des choses lors de cette fête qui sont affreuses à dire. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est pour moi plus un film sur qui critique la perversion. C'est comment quelqu'un peut être perverti par un milieu. C'est un film qui n'a pas d'espoir véritablement, Saltburn. Hein. Et tu disais aussi que cette fin sur Murder on the Dance Floor est ridicule, mais oui, elle est ridicule, mais pour te montrer que tout ça, c'est une farce en fait, c'est une gigantesque farce nihiliste assez ridicule. Mais c'est plus une farce à McFly Carlito où vraiment tout est gratuit dans ce film. Il n'y a que des payoffs, il n'y a aucun setup quasiment, il n'y a que des payoffs qui s'enchaînent durant 3 heures. Il dure pas 3 heures, il dure 2h07 le film. 2 heures. Durant 5 heures. Mais enfin, le film dure 2 heures. 5 heures, j'ai dit. Cette information ne me plaît pas, donc elle est fausse. Et non, mais vas-y. La seule idée, vraiment, je vais me censurer pour YouTube. Il y a une séquence dans ce film que je trouve être superbe au premier abord. C'est une scène où Jacob Elordi fait de l'ASMR dans son bain. Ouais, ok, je vois. Qui est une repompe plan par plan de The Doom Generation de Greg Araki. Alors, je l'ai pas vu ce film de Greg Araki. Par contre, j'ai vu Mysterious Skin de Greg Araki. Voyez Mysterious Skin de Greg Araki, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Voilà, ça c'est dit. Et j'ai envie de vous dire pareil sur The Doom Generation que m'avait conseillé Louane Nivelle. Louane Nives, tu veux dire plutôt. Nives. De C'est quoi le cinéma, qui m'avait dit regarde ce film. Et c'est un de mes films préférés. Il a toujours de très bons conseils. Écoutez, c'est quoi le cinéma aussi. Écoutez, c'est quoi le cinéma, c'est trop bien. Le problème que j'ai avec Fennell sur ce plan-là, c'est que c'est la même séquence que Greg Araki, mais littéralement. J'ai pas vu le film, donc là je vais te faire confiance là-dessus. Et que le film est vendu sur cette séquence de baignoire, et ça me brise le cœur de voir que tout le monde est en train d'être choqué sur une repompe d'un autre film. Et que ce n'est dit, il y a aucun moment. Même si c'est repompé, j'ai envie de te dire,
heureusement que les gens sont un petit peu choqués par cette scène Mais de heureusement, la baignoire. littéralement heureusement. Mais vraiment, si vous avez été choqué ou que cette scène vraiment vous a marqué votre année 2023, mais regardez The Doom Generation. Mais alors, j'ai envie de te dire, si c'est repris plan par plan, j'ai pas vu, Quasiment. le Sauf qu'au lieu que film ce dont soit tu parles. un homme dans une baignoire, c'est 2 personnes qui jouent au Scrabble. Mais la chute en est la même. Mais est-ce que ça serait pas une manière de Emerald Fennell de dire, encore une fois, d'être tout à fait honnête dans son cinéma et de dire oui, j'ai repris cette scène parce qu'elle me parlait pour mon long métrage, mais je l'ai repris de manière tellement obvious exprès que évidemment les cinéphiles, tout ça vont dire eh mais c'est comme dans le film de Greg Araki et que du coup ça va pousser les gens peut-être moins cinéphiles qui ont vu Saltburn à aller voir le film de Greg Araki, parce que je pense que Saltburn est beaucoup plus accessible que le cinéma de Greg Araki. Donc, est-ce que ça serait pas une manière aussi d'ouvrir au cinéma une certaine tranche du public? C'est-à-dire de Alors reprendre j'aurais vraiment plan adoré par si ça avait plan. été dit. Après, regarde, tu prends The Batman, je sais plus si ça, ouais, Oui, non, ça si ça a été ça dit. Ça a meurt été comme dit un que c'était Steven. inspiré de Fincher, ouais. Il le dit Ouais, non, c'est clairement. vrai. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, Et je vais te faire confiance là-dessus, parce que vu que j'ai pas vu le film, voilà. Mais sinon, qu'est-ce que tu as pensé de la musique? Parce que j'en ai un peu parlé tout à l'heure, moi je la j'ai trouve vraiment trouvé qu'elle excellente. était vraiment, j'allais rebondir dessus. J'ai trouvé qu'elle était omniprésente et que ça sortait littéralement du film. Ah ouais? La Moi je musique trouve que accompagne tous les dialogues, c'est de la musique d'ambiance, c'est de l'ascenseur. J'ai l'impression de regarder Oppenheimer. oh non! Non, tu peux pas dire ça. En plus, c'est vraiment un type particulier de bande originale, qu'on a dans le long Oui, métrage. mais accompagner chaque dialogue de musique, ben, on faisait ça avant, on continue de le faire à la télé, Nolan continue de le faire dans Oppenheimer, c'est pas pour autant que c'est bon. Bah, il y a des moments extrêmement silencieux dans Saltburn, en témoigne, surtout la 2e, voire 3e partie du long métrage, où tu as pas la musique. Oui. Donc Et quand il y a moins de musique, le film mange de la qualité supérieure. Mais la musique est tellement omniprésente et espace et prend tout l'espace dès qu'elle est là, que peut-être mixée moins fort ou mieux espacée, elle aurait été plus marquante. je sais pas, moi je trouve qu'elle donne un côté grandiloquent qui effectivement peut gêner, je comprends, mais qui pour moi va totalement avec l'esprit du film, tu vois. Et donc voilà, Et est-ce qu'on a il y a autre chose à dire sur Saltburn? et surtout une des parties qui m'a le plus quasiment gêné avec cette musique, c'est que un thriller comme ça qui se construit sur ces zones d'ombre, avec toujours un thème musical assez spécial qui revient. Ben, je l'ai vu le mois dernier, et c'est un des films qui m'a le plus marqué de ces derniers mois, qui est le May December de Todd Haynes. Du coup, Eh c'est ben peut-être parce que j'ai toutes ces références-là, et tous ces films vus, que j'ai beaucoup moins apprécié Saltburn. j'ai pas vu malheureusement le dernier Todd Haynes, mais j'ai tellement hâte de le voir, mec. Genre vraiment Ah, là, il est je suis génial. 100% honnête, Ah, vraiment, j'ai il est trop fou. trop hâte, j'ai trop trop hâte. Voyez Dark Waters de Todd Haynes, voyez Carol de Todd Haynes, Voyez The Velvet Underground de Todd Haynes. voyez du Todd Voyez Haynes, Loin c'est du trop paradis de bien. Todd Haynes. Et regardez du Todd Haynes. Voilà, regardez du Todd Parce Haynes. qu'il est cité hein, dans Saltburn, c'est une des références de Fennel. Oui, mais après May December et Saltburn, ils sont sortis en même temps, Non, donc je sais pas pas May si. December et Saltburn, mais Todd Haynes est une référence de Saltburn. Ok, ouais, d'accord. Mais c'est pas étonnant. En vrai, ça se voit Mais que. December, c'est son dernier, donc c'est normal qu'il y ait forcément des ressemblances, vu qu'elle a l'air d'apprécier ce réal, mais voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Saltburn quand même. Je pense qu'on a bien parlé de tout. On espère que cet épisode vous aura plu, intéressé, diverti. N'hésitez pas à le liker, commenter, partager, à dire si vous êtes plus team Joe sur Saltburn ou team illustre connu. Voilà. Si vous êtes de la team de Joe, eh ben, on vous vire. Ouais. C'est le mec qui impose à peine ces trucs. Non, soyez de la team de Joe parce que je pense que. Non, mais vraiment, soyez de la team d'illustre, en fait. Mais donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Écoutez, c'est probablement le dernier épisode de la 7e Illusion qui sort en 2023, puisqu'on enregistre ça le 29 et que dans 2 jours, à peine, nous sommes en 2024. Donc j'en profite au cas où, s'il n'y a pas d'autre épisode qui sort avant, on en profite tous les deux pour vous souhaiter de bonnes fêtes, un bon 31 décembre et une très bonne et joyeuse et
et j'ai pas d'autres mots, mais bref, tout ce qui est positif pour l'année 2024. Et puis on vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette année 2023. On vous réserve de belles choses en 2024. Voilà. Et puis on vous fait des bisous. Et puis on vous souhaite une très bonne année. De joyeuses fêtes à vous. Festoyez bien. Voilà. Puis soyez prudents quand même. C'est le mec qui gâche tout à la fin. Festoyez, mais soyez prudents quand même. Bon allez, on vous embrasse et on vous dit à 2024 normalement. Salut, salut. Salut.